Je suis contre le droit de vote, de façon générale. J'ai une position qui est assez tranchée. Je ne comprends pas qu'on laisse voter les gens parce qu'ils se trompent tout le temps. On va mieux qu'ils aillent. Ce week-end-là... Oui. Vous savez, la démocratie, finalement, c'est la pire des dictatures, dans la mesure où c'est la dictature du plus grand nombre. Quand on connaît le plus grand nombre, on n'a pas envie de le laisser voter. Il faut quand même pas oublier que la majorité des gens sont des cons, quand même. On vous exploite. On vous crève à la tâche. Il a raison. Pas content. S'il vous plaît. Oui. Pas content. Pas content. Pour moi, la société, c'est l'ennemi, ça m'intéresse pas. Dans la théorie, évidemment, la démocratie directe, ça peut paraître bien beau, mais en pratique, il faudra forcément à un moment soit essayer de centraliser en certaines personnes l'opinion de chacun, enfin des 70 millions de personnes, enfin 70 millions de Français. La sociologie l'a prouvé. Les populations, et plus elles sont nombreuses, plus c'est simple, sont aussi facilement manipulables sur des sujets qu'elles connaissent aussi peu que les diplomates. Comment s'assurer que cette démocratie directe ne sera pas même accaparée par certaines personnes qui auront connaissance de cette possibilité de manipuler les populations? C'est là où je vous le dis sans agressivité, mais en fait, tout votre discours se fonde sur la présomption de la bêtise des personnes qui appartiennent à d'autres classes sociales que la vôtre. Et ça, en soi, c'est la preuve de l'efficacité des dispositifs auxquels l'on vous a fait adhérer. Je vous incite, encore une fois, non pas individuellement, mais à faire un effort de modestie et d'humilité et d'aller voir les productions des Gilets jaunes en termes de propositions institutionnelles pour mettre en œuvre effectivement ces démocraties directes, des propositions qui ont été élaborées sur des ronds-points par des personnes qui ne sont rien ou qui ont été présentées comme telles, et qui vous montreront un degré de pertinence et de compréhension de la situation du pays bien plus profond que celui des personnes qui nous dirigent et nous gouvernent aujourd'hui. Mais j'aimerais dans un premier temps, en introduction, te faire réagir sur un texte qui n'est pas très connu et qui est très très intéressant, je trouve, de l'abbé Sieyès en 1789. Alors ça date, parce qu'en fait, on se rend compte que sa pensée, c'est finalement la pensée qui existe toujours aujourd'hui dans les élites, sauf qu'à l'époque, en fait, il en parle très franchement. Si les citoyens, quand ils nomment des représentants, quand ils nomment des députés, dans ce cas-là, ils renoncent à faire eux-mêmes la loi, c'est pas possible. Si ils dictaient leur volonté, si finalement les députés, ils faisaient vraiment ce que voulaient les gens, ce serait plus un État représentatif, mon Dieu, ce serait un État démocratique. Et il conclut en disant, voilà, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, eh bien le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. C'est pas à lui de décider. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est chimiquement pur d'une pensée oligarchique, en fait, aristocratique. C'est toujours celle de la plupart des élites. Ça n'a pas vieilli, hein. C'est une imposture, justement, de dire qu'il y aurait une démocratie directe, donc c'est dans les manuels d'histoire que tu commentes, hein, une démocratie directe, certes directe, mais limitée. Et puis, il y aurait la démocratie achevée, celle de la représentation, qui est arrivée à son achèvement. C'est la grande démocratie avec beaucoup de citoyens, des millions de citoyens. Et donc, c'est une démocratie mûre, avec des représentants qui sont bien élevés, qui sont bien éduqués, qui, eux, connaissent la technique politique, etc. Et en fait, on peut très facilement montrer que cette prétendue démocratie représentative n'est pas une démocratie, mais ça correspond à l'histoire, là c'est les historiens qui nous le disent, du gouvernement représentatif, qui est un régime qui s'est élaboré à la fois au moment de la Révolution américaine et de la Révolution française en réponse à la Révolution française. Les libéraux ont, devant la poussée démocratique, par peur de cette poussée démocratique, décidé d'inventer à toute vitesse autre chose, ces principes du gouvernement représentatif, avec l'idée d'une république d'élus, les plus compétents, etc., qui est basée sur l'idée que le démos est incompétent et ne peut pas gouverner. Donc, quand on parle de gouvernement, de démocratie représentative, en fait, on parle de notre régime actuel, qui est le gouvernement représentatif et qui n'est pas, en fait, la démocratie, qui est né de la contestation de la démocratie. Plus le mouvement va grossir et plus il va falloir s'habituer que cette campagne de la peur va être là tout le temps, en fait, très forte.
Tu as par exemple aussi des citations de Voltaire qui sont totalement édifiantes sur le fait que voilà, les masses sont incultes, il faut Exactement. surtout pas les éduquer, ouais, ça va être terrible. C'est Enfin, ça, ouais, ouais. c'est vraiment l'horreur. Donc à chaque fois qu'il y a des tensions de ce type d'argumentaire sort. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on vit. C'est-à-dire on vit une demande forte pour de la démocratie. Et en face, on a un système qui se bloque, qui se ferme, parce qu'on dit nos systèmes représentatifs ont un problème. Ils sont en train de générer de l'exclusion et ils donnent trop peu de poids aux citoyens. Donc discutons d'un outil qui se pratique depuis près de 200 ans ailleurs, le RIC. Et on en discute bien. Le niveau de connaissance des journalistes est élevé. En France, l'objectif, c'est pas du tout de discuter du sujet. C'est de faire peur. C'est de dire non. C'est une fausse bonne idée, c'est une idée fasciste. Alors, je me rappelle des décodeurs du Monde quand le RIC était sorti, qui avait sorti cette perle magnifique en disant en fait, c'est une mesure fasciste. C'est une mesure qui naît du fascisme. Ah bon? Bon, elle a été défendue par les anarchistes, par les libéraux, par tous les perdants du camp politique l'ont défendue à une mesure. Je ne sais pas où ils sont allés chercher ça, mais l'objectif, c'est de faire peur. Parmi les différents systèmes, on peut dire représentatifs qu'appelait de ses voeux CIS, le nôtre, comparé à tous les autres, est très, très, très peu réactif. C'est-à-dire, on a un système réactif, ça veut dire que quand les citoyens veulent quelque chose, est-ce qu'ils l'obtiennent facilement? En France, c'est dur. C'est très, très, très dur. Et du coup, moi, j'en conclus pas que les Français sont dévots. Je conclus que, bon, tu leur envoies la police, tu leur dis, tu l'auras pas. Bon, au bout d'un moment, les gens disent, je vais peut-être pas prendre des risques, puisque de toute façon, en face, j'ai une élite politique qui concédera pas 1 millimètre de pouvoir. Les gouvernants sont à l'abri dans la forteresse des institutions de la Ve République. Ce qui signifie que les classes populaires peuvent demander, appeler, crier, hurler, etc. Rien ne parviendra jusqu'aux oreilles. Ou si ça parvient jusqu'aux oreilles, il ne s'en suivra aucun autre effet. Il n'y aura pas de liaison dans l'esprit. Vous voyez, il ne se passera rien. Donc forcément, ça restreint, ou ça aiguise, ou ça radicalise le choix des moyens. Mais parce qu'une radicalité en appelle une autre, n'est-ce pas ? Je veux dire, la radicalité des dominants, qui est première, en l'occurrence, puisqu'ils n'ont pas cessé de pousser leur avantage, etc., nous a conduit à cette situation dont les Gilets jaunes sont la première manifestation la plus caractéristique. En face, tout sera refusé et tous les moyens seront déployés pour s'opposer à la moindre transformation. Le gouvernement a acheté 90 blindés anti-émeutes pour les prochains Gilets jaunes, et on a moins de 10 Canadair en France pour protéger nos forêts. On voit qu'il y a un petit choix de société, en fait. Derrière cette affaire-là, on va laisser brûler nos forêts. Par contre, on va bien taper sur les prochains Gilets jaunes. Moi, ce que je crois profondément, c'est que ce sont toujours les dominants dans l'histoire qui fixent le niveau de la violence. Voilà. Forcément, c'est eux qui ont à lâcher. Puis ils ne veulent pas lâcher. Ah, vous voulez décider? Ah, mais on va vous proposer autre chose. Par exemple, on va faire des panels citoyens qui vont bosser pendant des mois. Et puis derrière, le président de la République décidera qu'on va faire ce grand conseil de la refondation. Donc on va choisir des citoyens, ils vont bosser. Et au final, moi, Emmanuel Macron, je piocherai sur... Parce qu'il ne faut pas déconner quand même, c'est quand même moi qui décide au final. Il faut sortir de l'idée qu'une constitution, ça peut être quelque chose qui est décidé pour toujours. Et qu'on peut arriver à définir toutes les règles qui s'appliqueront. Je crois que ceux qui sont tombés dans cet écueil-là le plus fort, ce sont les États-Unis, c'est-à-dire qui ont un texte qui est vieillissant, qui ont maintenant une politisation extrême à la Cour suprême, parce que en fait, ce texte est vieux, il est plus pertinent, il est décalé, et qui n'ont pas les outils pour changer la Constitution régulièrement. Une Constitution, ça vit, ça change, ça évolue. Donc, il faut accepter que ça reflète à un moment donné ce sur quoi des groupes sociaux très différents se mettent d'accord. C'est le point. Et après, derrière, on se donne les moyens, via un RIC constituant, de la faire évoluer sans cesse. Pour finir sur le RIC, j'aimerais te faire réagir à quelques arguments qui sont fréquemment opposés au RIC. Alors, on ne va pas tous les parcourir, mais j'aimerais bien que tu nous fasses part, toi, de ceux qui te semblent le plus important, le plus intéressant à démonter. C'est quoi ce que tu as le plus entendu comme argument quand tu défendais ça, toi, incompétent, le peuple est incompétent. La peine de mort, ça a un peu disparu, mais c'est quand même bien là. C'est la majorité, mon vieux, puis c'est tout, et puis voilà, c'est la majorité, voilà. Laquelle, d'abord? Laquelle? Celle qui pensait que la Terre était plate? Celle qui veut rétablir la peine de mort? Celle qui se fout une plume dans le cul parce que c'est la mode? Laquelle, exactement?
Pensez-vous que consulter les Français aurait permis en quelque sorte de faire de meilleurs choix, sachant que les Français, et je parle de tous les Français, ne sont pas, en général en tout cas, habilités, n'ont pas eu la formation de pouvoir répondre à cette question, ou même de comprendre des questions aussi importantes que celle-là. Mais ne soyez pas hypocrite, alors ne croyez pas en la démocratie, et ne vous prétendez pas démocrate. Si vous considérez que le peuple n'est pas habilité à peser sur ces questions, assumez l'idée d'un régime autocratique ou dictatorial ou verticalisé. Ça, c'est la première question sur la forme. Enfin, vous, je ne vous prends pas à témoin, vous individuellement, nier le fait que quelqu'un qui pense comme ça. En démocratie, presque, enfin, je dirais naïvement, mais 90% des choix qui sont faits par nos dirigeants le sont par eux sans nous interroger directement, puisque nous les avons élus et on les a en quelque sorte élus pour ça, même sans savoir les choix qu'ils allaient faire. Et donc, pour répondre, enfin, ma deuxième partie de la réponse à votre première question, avant de réagir à ça, la délibération crée de l'intelligence. Toutes les études montrent que quand les citoyens décident, ils sont plus compétents. Les sociétés se polarisent quand il n'y a pas la possibilité d'exprimer le conflit, en fait. Quand il y a vraiment en fait, on se rend compte que ce qu'on souhaite mettre à l'agenda, ce qu'on souhaite décider, c'est impossible de l'obtenir. Là, ça crée de la polarisation très forte. Ça, c'est notre modèle à nous. Hein. La démocratie, c'est quand tout le monde peut exprimer ses convictions et en débattre. Là, vous avez un monde dans lequel vous devez apprendre, pour être démocratique, que vos convictions, c'est-à-dire ce à quoi vous croyez le plus, eh ben, c'est incertain. C'est de l'incertitude. Et que dès que vous passez de vos convictions personnelles au débat avec les autres, vos convictions, pour pouvoir débattre, doivent devenir incertaines. Elles vont être altérées. Floues. Et elles vont être altérées. Elles vont être altérées nécessairement. Et si on est en démocratie, on doit toujours pouvoir réexaminer la loi à l'aune des événements qui surviennent. Donc la loi, c'est pas un texte sacré, ou etc. C'est compliqué, vous voyez, pour nous qui nous définissons comme un état de droit, qui considérons que la démocratie, c'est l'état de droit. En fait, non. Si l'état de droit se réduit à l'obéissance à la loi, vous n'êtes plus en démocratie, puisque précisément, la démocratie, c'est pas l'obéissance à la loi, c'est la possibilité permanente de la discuter. Et donc la langue démocratique, c'est une langue, vous voyez, qui n'est pas du dissensus ou du débat permanent, mais qui est une langue qui, au fond, accepte l'idée que nous n'en finirons jamais avec l'interprétation du monde que nous avons sous les yeux. C'est une sorte de prise de position première sur le fait que nous n'épuiserons jamais le sens du monde et aucune langue n'est possible, ne permet d'épuiser le sens du monde, quelle qu'elle soit.